Justement, que dirais-tu à quelqu'un qui ne connaît pas du tout Beta Publisher pour lui présenter ce que tu fais, ce que tu as voulu faire, ce que tu aimerais faire? Ouais. Qu'est-ce que tu dirais à cette personne qui ne vous connaît pas encore? Je ne connais pas encore. Déjà, je dirais que du coup, Beta Publisher est une maison d'édition qui est assez jeune, assez récente dans le paysage éditorial. La maison a été créée en 2016 avec une première parution en 2017, le temps de convaincre la première autrice de me faire confiance parce que j'étais toute seule et j'avais zéro expérience dans le monde de l'édition. Donc, on va dire que ça a été un pari pour elle de me confier son texte. Et à partir de là, aujourd'hui, maintenant, Beta Publisher, on est à peu près une trentaine d'auteurs avec une cinquantaine, bientôt 60 romans parus, avec une parution tous les mois. Donc c'est quand même pas mal de taf. C'est des univers très différents. On a de l'anticipation, on a de la science-fiction, on a du young adulte, on a du polar, alors on n'a pas encore de la romance pure, mais voilà. On y vient, mais on a beaucoup de genres différents. On a l'Uchronie aussi qui s'est joint tout récemment à notre catalogue. Fantasy évidemment, fantastique, avec Anthony par exemple pour les nocturnes. Voilà, donc on a un catalogue qui est éclectique, non pas parce que on essaye de toucher le plus de monde possible, mais c'est vraiment par goût. Comme on ne publie que des bouquins qui nous ont plu par différents aspects, que ce soit une question d'originalité, de plume, d'idées, qu'importe ce que sais-je. C'est vraiment des coups de cœur. Chaque fois qu'on publie ou qu'un livre sort dans la maison, c'est vraiment un coup de cœur pour l'équipe éditoriale. Et on a choisi ce livre-là, on y a passé du temps, on l'a favorisé par rapport à d'autres textes qu'on a reçus, parce que là, on a fait un appel à texte en janvier on a reçu en 2 jours 180 manuscrits, ce qui n'est pas rien à lire. Donc sur ces manuscrits qu'on reçoit, on en sélectionne 12 pour une année, et c'est un choix qui est de plus en plus difficile à faire. Mais si on le fait et qu'on choisit ces textes-là, c'est qu'il y a vraiment une raison. Voilà. Donc tous les textes qu'on prend sont des coups de cœur. Ils ont tous leur originalité, qu'importe que ce soit le style, les personnages, le genre. Ça, c'est pas un souci. Il y a foncièrement de l'originalité. Et après, on est une maison aussi qui aime bien faire dans l'original. Voilà. C'est comme ça que d'ailleurs Henri nous a rejoints. Oui. Sans cette dose d'originalité, Henri ne serait pas parmi nous. Henri, j'ai coupé ton micro voilà. au cas où. Ne t'inquiète pas, c'est tout à fait normal. C'est moi. Tu parleras après, Henri, d'accord? D'abord, c'est moi. Okay. Bon. Voilà, sinon, que dire sur la maison? J'ai couvert du coup la ligne édito. Petite question sur la ligne éditoriale. Attraction Duty demande, est-ce qu'il y a un rayon jeunesse? Alors, jeunesse, ça dépend, parce que jeunesse, en fait, dans l'édition, quand on fait de la jeunesse, il faut faire des déclarations si c'est un livre qui est en dessous de moins de 13 ans, au niveau lectorat, je pense. Donc, ça dépend ce qu'on entend par jeunesse. Il y a young adulte, ça on fait, donc de 15 à 25 ans, ou à partir du moment où on est jeune dans sa tête. Mais jeunesse, déclarée jeunesse, non, on n'en fait pas, pour l'instant. Mais c'est pas dit qu'on n'en fasse pas par la suite, mais pour l'instant, on n'en fait pas. Dans une ligne éditoriale au coup de cœur et pas au genre, tout peut arriver. Ah oui. C'est un peu ça. Exactement. C'est un peu ça l'idée. Et alors, pendant ce temps-là, on nous dit, n'hésitez pas à lire 77 Assassins, 77 pour vous. Oui, je m'adapte à tout le monde. Je suis comme ça. Et ça fait rire, Henri. Toi, tu ne me facilites pas la vie avec les titres, hein, je te jure. Après tout ce qu'on a vécu. Mon Dieu. Donc tu disais c'est une maison qui est très très éclectique. Donc 12 livres par an, un par mois, ou pas spécialement. Ouais, à peu près, Et je pense qu'on va beaucoup en parler aussi ce soir avec les auteurs, mais il y a pas mal de livres qui se font ensuite, des sagas, des tomes. C'est une volonté, oui. Ou c'est parce que quand on aime bien quelqu'un, on lui dit de continuer, tant qu'à faire, hein. Non, la plupart des sagas qu'on a sont des sagas qui ont été déclarées. Par exemple, Isor m'a dit il y aura 5 tomes, donc il y aura 5 tomes. Voilà. Après, j'ai des auteurs un peu moins dans les clous. Par exemple, David, qui m'a dit il y aura 2 tomes, puis finalement il y en a une espèce de 3e qui s'est greffée comme ça, on ne sait pas d'où. Anthony, c'est un peu le même délire. Il m'a dit ce sera une trilogie, puis là il est en train de travailler avec une sorte de tome 4. Donc bon voilà, donc j'ai des auteurs qui ont quand même une idée d'avoir des trilogies, d'avoir une saga, c'est quelque chose qui se fait. Et moi je sais qu'il y a des maisons d'édition qui ne signent des sagas que quand tous les tomes sont terminés. Moi c'est pas la philosophie que j'ai, donc voilà, je suis assez ouverte, je suis assez souple.
suis quelqu'un de très souple, psychologiquement. Et je remercie Tatoul, bienvenue, merci pour le follow. Et JM aussi. Et puis on a une petite question. Issan demande, est-ce que Camille a une méthode ancestrale pour lire 180 manuscrits en étant sous pression? Parce que ça l'intéresse. Ça c'est énorme, Oui, 180 dans un appel à texte. On se rend pas toujours compte, hein, pour les gens qui nous écoutent, quand on se dit, ok, on ouvre un appel à texte, c'est ça qui vous arrive en fait. C'est... Ouais, c'est ça, c'est 180 manuscrits. Alors après, il y a des techniques de tri qui sont très faciles, parce qu'on a en fait, on a un cahier des charges quand les gens déposent leurs manuscrits. On demande le texte, évidemment. On demande un petit texte sur l'auteur qui se présente, dire ce qu'il aime, pourquoi est-ce qu'il a écrit le texte. Enfin voilà, un petit truc d'accroche qui un peu nous donne envie. On demande une 4e de couverture, voilà, et un résumé vraiment détaillé avec toute l'histoire et tous les rebondissements. Pourquoi? Parce que quand on lit un manuscrit, en fait, au bout de 50 pages, on arrive facilement à savoir si le texte a du potentiel. Je sais que ça paraît un peu bizarre de se dire ça, parce que souvent, quand on lit un texte, on se dit « Oh là là, mais j'ai lu que 100 pages », et en fait, après ces 100 pages, ça devient absolument extraordinaire. Donc, nous, quand on a un doute, on lit les 50 premières pages, ensuite on lit le résumé détaillé, et ça nous permet de voir si l'action, la cohérence, les personnages sont là, sont derrière et que ça fonctionne, donc ça c'est super cool. Et à ce moment-là, on pousse un peu plus loin la lecture. Sinon, si on voit que le résumé détaillé, il n'est pas... Voilà, on va dire, il n'est pas extraordinaire, ou que dans les 50 premières pages qu'on a lues, il y a énormément de défauts ou énormément de problèmes, on voit très vite. En fait, on les repère très très vite, et donc du coup, on fait des fiches, parce qu'en plus de lire 180 manuscrits, on fait une fiche pour chaque texte qu'on renvoie à l'auteur. Voilà, donc là, on a eu des problèmes avec les mails, donc ça a été un enfer d'envoyer les fiches cette année, mais on essaye toujours de faire un retour aux auteurs, positif et négatif, avec ce qu'on a retenu de la lecture, les points à améliorer, et voilà. C'est pas mal de taf quand même. Et puis ce qu'on peut retenir, c'est que si les auteurs écrivent des sagas, c'est qu'ils se plaisent bien chez toi. C'est pas mal. Normalement, oui. C'est pas mal. Et c'est vrai que Christopher nous dit dans le chat que beaucoup de maisons sont assez frileuses en fait sur des sagas, etc. Préfèrent plutôt les one-shots pour l'instant. Donc one-shot, pour les gens qui nous écoutent, c'est pas du tout sexuel. C'est un livre où vous avez un début, une fin, les personnages ne reviennent pas, ou a priori ne reviendront pas. Voilà, c'est vrai que la tendance est plutôt là-dessus. Ça dépend dans quel genre littéraire, j'ai envie de dire. Mais, oui. Mais voilà. En tout cas, vous, c'est pas une porte fermée sur tout ce qui est saga. En tout cas, de ce qu'on voit ce soir, dans les auteurs présents avec nous, c'est pas du tout fermé. Ouais. Non, c'est pas rédhibitoire. Et donc, un slogan pour cette maison. Est-ce que tu veux nous en dire un mot? Ouais, un slogan qui après en fait a pris du sens plus tard dans le développement de la maison. Au début, donc du coup, c'est une maison d'édition de nouvelle génération. Donc nouvelle génération, comme tu as posé la question à pas mal de tes abonnés, il y a différentes idées qui germent un peu et qui viennent de ce terme nouvelle génération. Alors, il y en a qui sont dans le bon sens et d'autres qui n'ont pas forcément de rapport. Je reviendrai peut-être... Je sais pas si tu voudras revenir dessus maintenant ou pas, par exemple, sur la réponse sur les poches. Je sais pas si tu veux qu'on en discute un peu maintenant. Écoute, ou si... on a encore 3 minutes. Donc on peut, si tu as envie d'aborder, ou alors on en parle tout à l'heure dans la table ronde avec les auteurs, parce que finalement ça peut être marrant d'avoir leur avis en tant qu'auteur. Est-ce qu'ils aimeraient que leur livre sorte en poche tout de suite, sans avoir de grand format? C'est quelque chose qui m'intéresse, et c'est vrai que c'est une réponse qui est revenue assez rapidement, quand on a dit nouvelle génération, ok, le grand format c'est trop cher, c'est trop lourd, ça c'est contre-productif, et c'était assez marrant en fait, parce que j'imagine qu'il y a d'autres choses à prendre en compte, et je te vois hocher de la tête, et donc j'imagine que évidemment il y a d'autres choses à prendre en compte, donc on peut en parler tout à l'heure, mais tu peux déjà en dire un petit mot. Ouais, alors en fait, nous on fait que du grand format déjà, et on fait du livre numérique. Et on fait pas de poche parce qu'on fait de l'impression à la demande. Alors, je sais pas du coup si dans le chat vous pouvez me dire si vous savez comment ça fonctionne l'impression à la demande ou pas, ce qu'on appelle le POD, le Print on Demand. Donc le schéma traditionnel de l'édition, c'est je paye mon imprimeur 10 000 €, d'accord, il m'imprime avec 10 000 €, je ne sais pas moi, 10 000 exemplaires, imaginons. Et ensuite, je vais payer un distributeur et un diffuseur pour mettre mes livres dans un entrepôt, et ensuite que le diffuseur envoie des commerciaux en fait dans les librairies et qui pitchent les livres,
D'accord. Les librairies ensuite passent commande et l'entrepôt livre les livres aux librairies. Le libraire ensuite a un certain temps pour vendre les livres. S'il ne les vend pas, il peut les retourner à l'entrepôt. Et les livres sont après retournés à l'éditeur qui a le choix de les détruire ou pas, ou de les stocker. Ça, c'est le schéma traditionnel. C'est un schéma qui marche bien dans tout ce qui va être distribution et les délais de livraison. Et ça marche très bien sur le papier. Mais écologiquement parlant, comme on disait en début, c'est pas génial puisqu'on va quand même détruire du livre, il va y avoir du pilon, donc c'est pas top. Et quand on est une jeune maison d'édition, c'est bloquer du capital, donc c'est bloquer de l'argent dans de l'impression de livres qu'on n'est pas sûr de vendre. Donc ce n'est pas un bon choix économique non plus. Et c'est là qu'est venue l'idée de l'impression à la demande, où on s'est dit, en fait, écologiquement parlant, ça a du sens, puisque le livre, s'il est imprimé, c'est qu'il a été vendu. Donc ça veut dire que quand vous commandez un livre de la maison, il existe physiquement parce que vous avez fait l'effort de l'acheter, donc rien que pour vous. Et ça c'est quand même assez cool, je trouve. Et aussi, économiquement parlant, le livre coûte plus cher à imprimer à l'unité que par batch de 15, de 15, que je raconte, de 100, de 200 ou de 1000. D'accord. Donc, voilà, ça me coûte plus cher, mais je gaspille pas d'argent de l'autre côté et je ne perds pas et je n'immobilise pas du capital. Donc, voilà, c'était un bon choix. Et l'idée du poche, c'est qu'en impression à la demande, en fait, le poche coûte cher parce que impression à la demande, c'est impression au nombre de pages. Donc plus il va y avoir de pages, qu'importe véritablement la qualité du papier ou ce genre de choses, parce qu'il y a aussi eu papier recyclé, voilà, ça dépend de votre imprimeur. C'est vraiment un choix de l'imprimeur et vous, quand vous choisissez l'imprimeur. Mais donc du coup, si j'ai un grand format qui fait 150 pages et un petit format qui en fait 300, mon petit format, en impression à la demande, pour l'instant, il coûtera plus cher que mon grand format. Donc c'est pour ça qu'on est sur du grand format aujourd'hui. Donc ça n'a pas pour l'instant de lien avec la nouvelle génération au terme où on l'entend. Nous, nouvelle génération, c'est plus dans le sens, du coup, impression à la demande, donc écologie. On va avoir tout ce qui est transparence parce qu'on essaye dans nos communications et aussi à l'arrière de nos bouquins de vous expliquer un peu comment fonctionne la répartition sur le prix d'un livre. Voilà, ce qui est assez cool, je trouve, pour un lecteur. On fait des vidéos pour vous expliquer comment marche le monde du livre. Voilà, ce genre de live aussi participe à cette volonté de transparence. Et tout ce qui va être dans l'originalité et le numérique. Et dans le numérique, on a pas mal de choses. On va avoir quoi ? On va avoir des couvertures en réalité augmentée pour certains livres. On va avoir un événement avec une école de design et d'art graphique. Je pourrais en reparler après, on en reparlera après, j'imagine. Évidemment. Voilà, et en originalité, grosse originalité quand même, depuis novembre, depuis l'année dernière, les locaux de la maison d'édition ont changé véritablement puisqu'on a ouvert un coffee shop dans les locaux de la maison qui s'appelle Book Nook, qui est 11 rue Blanche à Paris et qui est ouvert au public et dans lequel on organise des événements au moins 2 ou 3 fois par mois avec des auteurs, des dédicaces, des rencontres, des ateliers d'écriture, enfin voilà, plein de choses autour du monde du livre dans un cadre avec des bonnes pâtisseries et du très bon café. Voilà. Ou comment faire un petit résumé de tout ce qu'on va aborder ce soir, évidemment, mais en condensé. Quel talent, Camille, j'ai envie de dire. Voilà. Alors, j'ai noté une question. Vous êtes très actif dans le chat. Je lis évidemment tout, mais je ne vais pas interrompre notre invité tout le temps. Donc, j'ai renoté quand même une petite question parce qu'elle est intéressante à ce stade-ci de notre émission. Pourquoi le nom Beta Publisher demande Attraction Duty ? Et question B, pourquoi ce logo ? Et je te laisse répondre sur les deux, bien évidemment. Alors, pourquoi Beta Publisher ? Parce que je suis partie de l'idée... Alors déjà, je voulais un nom qui marche dans toutes les langues. Parce que quand je commence quelque chose, j'essaie de voir loin. Et je m'étais dit, si un jour on fait des traductions et qu'on va dans les pays anglo-saxons, il faut un nom anglais. Comme ça se vend, ça se dit bien, il n'y a pas de problème, etc. C'est marketing. C'est très bien. Donc, Publisher, ça marchait très bien. J'ai passé 2 ans en Angleterre aussi, donc c'était quelque chose qui me tenait un peu à cœur. Donc, le Publisher, il était facile à caser, ça marchait bien. Et ensuite, le bêta, pourquoi ? Parce que quand on écrit un roman, il y en a beaucoup parmi vous ce soir, la première personne à qui on fait lire son texte, c'est ce qu'on appelle un bêta-lecteur, dans le jargon. Et donc, du coup, je m'étais dit, entre l'auteur et le bêta-lecteur, il y a véritablement une relation de confiance, puisqu'on va lui confier premier texte, notre premier jet, on va attendre ses retours avec grande impatience. Et je voulais qu'il y ait cette même relation de confiance entre les auteurs et la maison d'édition. Donc c'est pour ça qu'on a appelé ça, il n'y a pas de on, c'est moi qui ai choisi, mais que j'ai appelé ça Beta Publisher pour qu'il y ait cette idée de la confiance. Voilà, de lien. Bon, après, vous demanderez aux auteurs si ça fonctionne et si le truc marche. On verra bien ce qu'ils diront.
Et le logo, alors le logo, il a changé. Il a changé plusieurs fois. On demandera à Henri combien de fois il a changé, parce qu'en fait, au début, j'avais juste marqué Beta Publisher avec une police un peu en Times ou Libre Baskerville, un truc avec empattement un peu classique, avec un petit BP tout simplement, voilà, sur les tranches. Et Henri, un jour, est arrivé vers moi, il m'a fait « Bon Camille, ça va pas, faut changer de logo ». Donc, le logo a changé. C'est les pompiers, oui, parce que j'habite à côté d'une caserne de pompiers, donc voilà. Il y a le feu ce soir, il y a le feu. C'est ça. Bah Paris, les pompiers sont assez demandés quand même. Le logo, si je dis pas de bêtises, le logo, il a changé 2 fois. Alors peut-être que sur le quiz, j'ai pas mis cette réponse-là. Non, t'as pas mis cette réponse-là. 3 fois. Parce qu'il y a toujours une fois que j'oublie, j'en suis sûre. Donc 3 fois. Il a changé 3 fois. Tout d'abord, il a changé de police. Et ensuite, il a donc une première police, une deuxième police. Et ensuite, Henri est arrivé et il m'a dit il faut faire quelque chose de plus jeune, de plus dynamique, de plus branché. Et donc du coup, bah voilà, je me suis dit, on va changer la police, on va faire un truc un peu plus, je sais pas, un peu plus dessin, un peu plus graffiti, voilà. Et puis l'idée de l'éclair, parce que c'est dynamique et c'est branché, ça fait un peu pile, mais voilà, moi j'aimais bien, ça me plaisait bien. Et j'en profite pour merci Valou pour le follow, bienvenue Veggie Lucas. Bienvenue. Le Belge qui demande est-ce que vous faites des services presse, puisque c'est à la demande. Alors, on a différents systèmes, c'est-à-dire que sur Instagram, on a 10 comptes qui sont des comptes partenaires. En fait, on leur envoie le catalogue de la maison et elles ont droit à un livre par mois qu'elles commandent et qu'on leur envoie. Sinon, on passe par Simplement Pro, qui est plutôt cool pour les services presse, et on fait du numérique pour eux. Voilà, particulièrement parce qu'on essaye véritablement de créer une communauté sur Instagram avec une certaine fidélité dans nos services presse et dans les gens qui donnent leur avis, voilà, sur les textes. Donc elles, on leur envoie le service papier, il y a tout un système où on les invite aux événements. Il y a une idée en fait de communauté qu'on veut construire au travers de ça. Mais pour les autres services presse qui sont vraiment des services ponctuels, là on va faire du numérique. Mais on fait des services presse. Et j'en profite pour remercier Attraction Duty qui utilise ses points de chaîne pour me faire boire. C'est gentil, vous avez compris que j'étais en PLS avec la gorge aujourd'hui, et donc ça me fait plaisir, merci, santé.